Alors, notre prochaine intervenante est Florence Mathieu. Vous avez entendu parler de stratégie, de transformation et de vision de grands groupes avec l'intervention de Sabine Gourmain de Danone, de Yann-Étienne Le Gall du groupe Rocher et d'Émilie Garnier d'Orange. Florence, elle, ne nous parlera pas de stratégie ni de transformation, mais parlera de choses très concrètes en partageant avec nous des outils pratiques de design thinking. Elle est d'ailleurs, ceci expliquant peut-être cela, ingénieure des ponts et chaussées et a été formée au D-School à Paris. C'est quelqu'un, Catherine m'a dit, et je confirme, que Florence est profondément empathique. Elle met l'empathie au cœur de tout ce qu'elle fait et œuvre à la transmettre aux autres. Elle porte 3 casquettes principales. Alors, la première est une casquette de consultante en innovation où elle accompagne les entreprises dans des projets de design thinking. La deuxième est sa casquette de formatrice au design thinking. Et la troisième est sa casquette pratique au sein d'Aina, l'entreprise qu'elle a créée, qui utilise le design thinking pour développer des produits physiques tels que du mobilier pour les personnes âgées. Si ce sujet des seniors vous intéresse ou que vous vous demandez ce qu'est le design thinking concrètement, Florence a écrit le design thinking par la pratique qui a paru aux éditions Erol, qui reprend l'exemple d'un cas pratique où elle a travaillé avec le groupe Saint-Gobain pour réinventer la salle de bain des personnes âgées, qui montre étape par étape ce que veut dire faire du prototypage et aller sur le terrain. Aujourd'hui, Florence nous parlera de son expérience et du pouvoir de l'empathie pour montrer la puissance du design thinking. Si la thématique des seniors n'est pas quelque chose qui vous préoccupe dans votre entreprise, les outils que Florence partagera avec vous vous intéresseront car ils s'appliquent à tout type d'utilisateurs. Bonjour à tous, merci Inès pour cette belle introduction, merci Catherine pour l'invitation et à tous les organisateurs. Je suis très honorée de pouvoir passer après ce beau panel d'intervenants. Donc effectivement aujourd'hui ce matin on a vu de beaux témoignages de comment on utilise le design thinking pour une transformation culturelle de grands groupes. Moi je vais vous emmener dans un tout autre univers, celui d'une jeune start-up qui utilise le design thinking pour réinventer le quotidien de nos aînés. Donc en fait, moi, ça fait à peu près 5 ans que j'utilise les approches de design thinking pour accompagner des projets d'entreprise et pour développer nos propres produits en interne. Et du coup, je voudrais essayer de vous partager un peu mes enseignements. Souvent, quand on parle de design thinking, il y a plein de mots qui nous viennent en tête. Innovation, prototypage, multidisciplinarité, collaboration, brainstorming, persona, empathie, utilisateur, créativité. Et à travers tous les projets que j'ai pu accompagner ces dernières années, je me suis aperçue qu'il y avait un élément qui était central au sein du design thinking. Pour moi, c'est l'empathie. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous mettre en avant comment je pense que l'empathie peut jouer comme un facteur clé au service de la stratégie d'entreprise. Donc en fait, de mon côté, tout a commencé, j'étais encore étudiante et effectivement, je travaillais sur le projet avec le groupe Saint-Gobain sur les seniors. Et je suis allée dans un magasin de matériel médical. Et puis il y a le directeur qui m'a dit ça. Certains clients passent plusieurs fois devant notre magasin, s'arrêtent devant la porte et repartent car ils n'osent pas rentrer. Je me suis dit, c'est quand même terrible d'arriver à une expérience client comme ça. Et puis effectivement, j'ai regardé un peu les solutions qui existaient. Puis ça ressemble à ça. Alors je ne sais pas si vous, ça donne envie. Mais alors moi, clairement pas. Mes grands-mères non plus. Et mes parents, qui représentent la génération des baby-boomers, encore moins. Donc à partir de là, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer des produits qui facilitent le quotidien des personnes âgées et qui soient mieux pensés? Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer Aina. Aina, ça veut dire la vie en malgache. Notre objectif, c'est de faciliter la vie quotidienne de nos aînés. Bon, c'est sympa, il y a une idée globale, mais à partir de là, on commence par où? Donc tout a commencé en fait parce que je connaissais un directeur d'établissement qui me dit, j'ai une vraie problématique de la gestion de l'éclairage dans les chambres de mon établissement. Bon, je ne connaissais pas trop le sujet encore, donc j'ai commencé à me plonger dedans, et puis je suis allée voir des personnes dans des établissements. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Raphaël, elle est dans un EHPAD à Lyon, puis elle m'a expliqué qu'elle laissait sa lumière allumée toute la nuit parce qu'elle a trop peur de ne pas trouver l'interrupteur.
Alors, je ne sais pas si vous avez imaginé un peu la qualité de sommeil que cela représente quand on reste toute la fin de sa vie, la lumière allumée toutes les nuits. Je suis allée rencontrer une autre personne, Madame Marchand. Elle m'a dit non, vous savez, j'ai aucun problème pour la lumière. Je me dis bon, bah ok, finalement il n'y a pas de sujet, je vais rentrer chez moi. Et puis j'ai quand même approfondi. Parce qu'avoir une démarche empathique, ça veut dire ça, c'est qu'il faut approfondir. Si on pose juste à la question, une question de base à une personne, est-ce que vous avez un besoin, elle va très souvent vous répondre non. Donc il faut essayer d'approfondir. Donc j'ai approfondi, j'ai dit, vous faites comment pour lire ? Ah ben pour lire, c'est un peu compliqué. Vous savez, je déplace mon fauteuil roulant, j'essaie de me mettre à côté de la fenêtre, je me penche. Bon, j'arrive à peu près la journée, mais en fin de journée, c'est plus possible, je peux plus lire. Et en fait, au fur et à mesure, je suis allée rencontrer à peu près une vingtaine de personnes comme ça, puis je me suis aperçue qu'il y avait énormément de problématiques. On pouvait résumer en 3 types de problématiques. La première, c'est que les interrupteurs et prises sont pas du tout accessibles. Alors voilà, à gauche, là, on a un établissement, petit à petit, ils bougent les lits dans leur chambre. Et puis l'interrupteur se retrouve au pied du lit. Impossible pour une personne qui se lève plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes d'éclairer. La qualité de lumière n'était pas adaptée et sécuritaire. Et ben en fait, on sait qu'une personne de plus de 60-70 ans a besoin d'environ 3 fois plus de lumière qu'une personne de 20 ans. Et pour autant, en fait, on n'a pas d'éclairage qui permette de réellement lire confortablement, puis des rangements qui ne sont pas forcément à portée de main. Alors ces petits éléments, ça paraît un peu bête, quoi. On parle de comment on déclenche la lumière. Mais en fait, c'est ce qui va faire pour ce type de personnes qu'elles sont autonomes ou qu'elles vont dépendre sur toute la fin de leur vie d'une tierce personne pour un geste aussi simple qu'allumer la lumière. Donc à partir de là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une solution tout en un qui regroupe tous les éléments dont la personne peut avoir à proximité la nuit, dans son lit médicalisé ou dans sa chambre. Puis on a eu une approche de prototypage très rapide faite avec des bouts de carton où on testait des choses avec des personnes à domicile en établissement. Et puis on est arrivé, après de nombreuses itérations, à cette solution, appelée Lumaina, qui est, on va dire, le chevet réinventé de la personne âgée. De façon pratique, une personne qui a un besoin d'éclairage, elle peut orienter la lumière et lire de façon confortable. Quand elle se lève la nuit, elle pose le pied sur le sol. Ça va déclencher une lumière pour sécuriser les levées nocturnes. Elle a tout à proximité, elle est dans un lit médicalisé. Un lit médicalisé, il faut comprendre que quand on est relevé, tout est à peu près à 1 mètre derrière. Donc si on n'a pas quelque chose qui se déplace facilement, la personne n'a rien à proximité. Et puis des prises pour charger son téléphone, c'est pareil, ça paraît anodin, mais si un jour vous avez été hospitalisé, vous vous apercevez qu'en fait, tout lien vers l'extérieur, il passe par votre téléphone, et puis vous dépendez de quelqu'un pour charger votre téléphone, et bien c'est pareil, on est dépendant. Et puis en fait, cette solution qu'on a développée, finalement, au départ, elle a été pensée pour des personnes âgées. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent, mais en fait, c'est super pour moi, qui ne suis pas du tout âgée, ou même pour mes enfants. Et ça, c'est aussi un élément très fort auquel je crois beaucoup, c'est toute la notion de design universel et comment, quand on part de personnes qui ont des problématiques de dépendance, on peut en fait innover pour tous. Alors sur ce produit, on est encore qu'au début de la commercialisation. On a eu un élément assez marquant il y a environ 2 mois où on est rentré, on nous a proposé de faire un test dans un des plus grands groupes d'EHPAD. On a dit, Florence, franchement, il faut vraiment que tu sois solide pour y aller parce que les groupes d'EHPAD sont quand même pas évidents, et lui particulièrement. Et on a commencé par faire un test, et puis on a laissé le produit à plusieurs personnes pendant 15 jours. Puis au bout de 15 jours, on allait rechercher le produit chez une personne qui, on lui dit, bon voilà, le test terminé, on veut rembarquer le produit. Et là, elle nous dit, les larmes aux yeux, non mais vous pouvez pas me faire ça me change la vie. Alors là, on s'est dit, bon, on était un peu embêtés, parce qu'on avait quand même signé notre contrat juste pour 15 jours. Donc, une des responsables aussi, elle m'a rappelé en me disant, bon déjà, le premier élément, c'est qu'on va signer tous les tests qu'on a faits, on vous les achète tout de suite, et puis on regarde pour mettre en place les produits dans notre vaste projet de rénovation de notre établissement. Et donc, en fait, tout ça, on y est arrivé parce qu'on a eu une approche empathique, et ça, c'était mon premier message, c'est l'empathie. Qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de viser juste. Et ça, je pense que c'est le point clé, c'est que quand on parle d'innovation centrée utilisateur, on ne cherche pas à faire quelque chose de techno, on cherche à faire quelque chose d'évident. Et chercher l'évidence, ça passe par l'empathie, ça passe par la compréhension profonde des besoins utilisateurs pour qui on est en train d'innover. Donc ça, c'est un premier projet, puis maintenant, je vais vous emmener dans un autre projet qui est un peu différent. Il parle aussi de seniors encore, mais on va dire à une échelle un peu plus globale.
il y a plusieurs mois, on a commencé une directrice de maison de retraite qui m'a dit, oui, en fait, on va rénover notre établissement, puis en fait, à chaque fois qu'on rénove, on fait toujours la même chose, tous les architectes nous proposent à peu près la même chose, et moi, je pense qu'il y a des choses où on pourrait les pousser un peu plus loin. Donc, en échangeant, est-ce qu'une approche de design thinking ne pourrait pas permettre de repenser de façon plus globale un projet d'établissement? Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé sur le sujet des repères. En fait, quand on rentre en maison de retraite, en général, on n'y est pas préparé, c'est qu'on a chuté, puis d'un coup, on n'a pas eu le temps de préparer ses affaires, on vous envoie dans une maison de retraite où il y a un changement complet, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec un mode de vie collectif qui n'est plus du tout le même que celui qu'on avait avant, et il y a une vraie perte de repères. Et donc, on est arrivé à présenter ce projet auprès de la CNSA, qui est un des gros financeurs de l'autonomie en France, de comment est-ce qu'on pourrait réinventer les repères en EHPAD pour une meilleure qualité de vie des résidents. Alors bon, vous connaissez peut-être pas forcément, mais en fait, quand on commence à se poser cette question des repères, ça pose en fait une multitude de problématiques. Qui dit EHPAD dit problème de troubles cognitifs, qui dit personne avec des troubles Alzheimer. Donc dans le terme repère, il y a plein de sous-sujets. Si on prend juste le repère temporel, c'est comment je distingue le jour et la nuit, en quelle année je suis, en quelle saison je suis, etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un sujet hyper vaste. On s'est dit un petit peu avec un de mes collègues avec qui je travaille, bon, il va falloir savoir par où on prend le problème. Et donc, face à ce sujet un peu compliqué, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le terrain. On est allé sur le terrain, faire quelques entretiens, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on a fait? Surtout, on a pris nos valises, et puis on est allé habiter 3 jours dans un EHPAD. Habiter 3 jours dans un EHPAD, ça veut dire dîner avec les résidents, ça veut dire se faire réveiller par les veilleurs de nuit, ça veut dire se mettre en fauteuil roulant et essayer de comprendre comment est-ce qu'on perçoit son environnement quand on est dans un fauteuil roulant. Ça veut dire utiliser des outils comme les simulateurs de vieillissement pour essayer de comprendre comment on perçoit son environnement quand on n'entend pas bien, comment on perçoit son environnement quand en fait notre vue elle est dirigée vers le bas alors que les éléments de signalétique s'est mis en hauteur, tous ces éléments. Et puis surtout aussi on a mené des entretiens, puis on a, je vous ai en partagé quelques-uns qui nous ont particulièrement marqués. Cette dame, elle nous a dit, moi de toute façon, je n'ai pas d'amis car je suis sourde. Cette personne qui dit, ce ne sera jamais ma maison ici, ma chambre, je campe en attendant la fin. Quand on arrive en EHPAD, c'est votre identité qui disparaît. Alors, ces éléments, déjà, c'est pas juste qu'on a pris les résidents qui étaient les moins sympathiques, qui détestaient l'EHPAD. Déjà, on arrivait à les avoir, ces éléments, parce que justement, quand on a un échange profondément empathique, que la personne se sent à l'aise, c'est à la fin de l'entretien, après peut-être 1h30, qu'on arrive à avoir ce type de retour. Et en fait, l'élément que je voulais partager là-dessus, c'est que quand on va sur le terrain et qu'on a ce type de retour, on se dit, il va falloir qu'on fasse bouger les choses. On n'a pas pu rencontrer ce type de personnes, et puis rester, puis faire vite fait un petit prototype qui ressemble pas à grand-chose. Et ça, c'est un des pouvoirs très forts pour moi de l'empathie. C'est que l'empathie, c'est un moteur d'innovation. Quand on innove, le chemin, il n'est pas facile. On a plein de barrières, plein de contraintes. Vous l'avez bien expliqué aussi dans vos grands groupes. Plein de contraintes de budget, c'est difficile. Et je pense que ce que permet l'empathie, c'est d'être un carburant. Parce qu'en fait, quand on a été touché profondément par des personnes, on a envie de faire changer les choses, on a envie de mettre de l'énergie dedans. Et donc pour moi, c'était un deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est que l'empathie, elle permet vraiment d'être un moteur d'exploration. Donc après avoir fait à peu près 6 jours de terrain, à la fois c'est beaucoup, puis pas beaucoup en fait, quand on regarde un vaste projet, on est arrivé peut-être à peu près à 200 slides de compréhension des besoins utilisateurs. J'en ai extrait quelques-uns. En fait, on a compris une multitude d'éléments qui, nous permettent de repenser les repères, mais de façon générale, en fait, on a de l'information pour repenser l'EHPAD entièrement et quelle serait une solution d'EHPAD du futur.
Alors malheureusement, je ne vais pas du coup forcément vous montrer tous les enseignements qu'on a eus, et puis toutes les solutions, parce que c'est un projet qui est encore en développement, où des choses sont en train d'être testées. Je vais juste vous montrer en fait différents éléments qui sont apparus. Donc ça, c'est l'autre point que je voulais vous montrer, c'est qu'à travers l'empathie, en fait, qu'est-ce que ça permet? C'est de définir des axes d'exploration. Quand on commence à se dire, tiens, il va falloir qu'on aille sur un nouveau secteur, un nouveau marché, bon, c'est pas facile de savoir par où passer, et quand on a eu un vrai travail empathique, ben, ça permet de commencer à voir dans quelle direction aller. Donc nous, sur ce projet-là, on a eu à la fois dans notre feuille de route qui s'est tracée après cette expérience empathique, des éléments tout simples. Ben voilà, il y a des résidents qui nous ont dit, ben, quand on arrive, on ne fait même pas une visite du bâtiment pour comprendre où on est. J'aurais aimé voir les cuisines, les locaux techniques pour comprendre comment ça marche ici. Ben, à la suite de ça, en fait, il suffisait que ça soit dit, il suffisait que ça soit compris. Et puis, ben, l'ergothérapeute, elle dit, bah ouais, en fait, dorénavant, j'irai me présenter, parce que d'habitude, je n'ai jamais me présenter aux nouveaux résidents. Puis, la directrice dit, ben oui, on va essayer de s'organiser pour que l'entrée des résidents, elle se fasse à un moment où les équipes, elles ont un peu plus de temps, elles peuvent réellement accueillir la personne, et puis lui présenter les lieux pour qu'elle se sente la plus à l'aise possible. Donc, à la fois, ben, cette feuille de route, elle s'est tracée avec des choses toutes simples, puis après, on a découvert aussi, donc, je dirais que des choses toutes simples, c'est que c'est l'empathie, ça pousse à l'action. Et puis l'autre élément, on a découvert des problématiques un peu plus complexes. Quand on parlait de repères spatiaux, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une grosse problématique pour beaucoup de résidents de retrouver leur chambre. Alors c'est pareil, hein, retrouver la chambre, c'est à peu près comme la lumière, ça paraît assez basique. Après, une aide-soignante nous a dit à un moment, ben, quand il ne retrouve pas sa chambre, et quand il ne retrouve pas sa chambre et quand il ne retrouve pas les toilettes, il fait dans les plantes. Donc, je dirais que c'est pareil, je dirais que quand on parle de dignité, ça paraît assez simple de dire, tiens, on va juste aider le résident à retrouver sa chambre, mais ça a un impact de dignité qui est assez fort. Et donc, un élément qui nous a particulièrement frappé, on a beaucoup suivi et observé les résidents atteints d'Alzheimer, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'une grande difficulté, c'était à trouver l'étage où était leur chambre. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les établissements, ils se ressemblent. Et puis alors, ben, ce résident, il montait dans l'ascenseur, et puis incapable de savoir s'il fallait sortir au premier ou au deuxième. À chaque fois qu'il sortait, de toute façon, le couloir ressemblait à celui du dessous, et donc il n'arrivait pas à retrouver son espace. Donc certes, on va dire, déjà, il faudrait peut-être mettre un peu de signalétique, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Donc il y a des établissements, et aujourd'hui c'est un peu ce qui se fait dans beaucoup d'hôpitaux, d'EHPAD, etc., c'est qu'on va mettre une couleur par étage. Donc à l'étage au premier, c'est le bleu, l'étage 2, c'est le rouge. Alors est-ce que vous vous rappelez de la couleur des murs du dernier hôpital où vous êtes passé? Très probablement non. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le repère, c'est comme quand on se repère dans une ville. Dans une ville, on va se repérer par une multitude de facteurs. Ah, je suis passé devant une grande cathédrale, je suis passé devant une boulangerie, je suis passé devant une pharmacie. Là, il y avait beaucoup de lumière, il y avait un grand espace. Et sauf qu'aujourd'hui, ben, dans les bâtiments, tout se ressemble. Et du coup, on n'arrive pas du tout à se repérer et à créer des repères de long terme. Et pour autant, ben, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, c'est une multitude de facteurs inconscients qui servent à des personnes à se repérer dans un établissement. Alors on a fait un prototype tout simple. En fait, on a dit, à la sortie de l'ascenseur au premier étage, on va mettre un poisson. Puis à la sortie de l'ascenseur au deuxième étage, on va mettre des canaris. Alors pourquoi des animaux? Parce que les animaux, ça crée pareil une relation d'empathie, donc on y fait attention, ça bouge, c'est vivant. Il y a du bruit, le canari, il chante, les poissons. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, c'est celui qui, depuis le début, à peu près pendant 3 jours, tous les jours à la sortie du restaurant, on essayait de suivre pour essayer de comprendre où est-ce qu'il passait, qu'est-ce qui se passait dans son... Donc c'est pas quelqu'un qui est capable de formuler quoi que ce soit, mais par contre, en l'observant, regardez où se portait son regard, etc. Et puis après avoir mis en place ce test, on l'a laissé pendant 1 semaine, je suis montée avec lui dans l'ascenseur et je lui dis, alors Monsieur Thomas, on va au premier ou au deuxième? Incapable de me répondre. Alors, pour aller dans votre chambre, c'est l'étage des poissons ou des oiseaux? Et là, il me répond, cuit, 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 cuit. Et ce petit élément, en fait, c'est un petit élément, mais en fait, c'est une vraie victoire. Parce que quand on parle de personnes Alzheimer qui ont des troubles cognitifs extrêmement importants, c'est une première victoire. Et cette victoire,
elle est juste due, entre guillemets, à une vraie approche empathique, basée sur l'observation, parce que effectivement, c'est pas juste à ce niveau-là, on peut pas juste poser la question quel est votre besoin. Il faut observer, comprendre aussi des éléments de comportement qui permettent de le définir. Alors là, je vous ai partagé 2 projets. Comme je vous ai dit, c'est clairement, sûrement pas du tout dans vos univers. Mais pourquoi vous avoir partagé ces histoires ? Un, pour vous faire comprendre que vieillir, c'est pas facile. Non, c'était pas mon objectif. C'était pas mon objectif. Le deuxième, de vous intéresser un petit peu à la problématique des seniors, un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où effectivement, il y a une pyramide des âges qui s'inverse et tous les secteurs d'activité vont être touchés par un vieillissement de la population. Et donc, je pense que ça peut vous intéresser. Et puis aussi, en fait, les seniors, moi, je trouve que c'est un domaine qui est assez extraordinaire. C'est qu'en design thinking, on aime bien parler d'utilisateurs extrêmes. Les utilisateurs extrêmes, c'est des personnes qui ont des comportements extrêmes qui permettent du coup d'être inspirés pour le mainstream, on va dire. Et les seniors, en fait, c'est des utilisateurs extrêmes de chacun d'entre nous. Et souvent, quand j'accompagne des projets qui ne sont pas sur cette thématique, je trouve ça assez intéressant d'aller voir le comportement par rapport à un service, par rapport à une application digitale de personnes qui ont des troubles d'arthrose, qui ont des troubles de la vue, etc. Parce que ça permet d'inspirer pour le mainstream. Et puis, le dernier élément, surtout, ce que je voulais essayer de vous faire comprendre, c'est que je pense que l'empathie, c'est un point clé de la stratégie d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, 2 éléments, l'empathie, c'est au cœur de la stratégie d'entreprise. Déjà, quand on parle d'empathie, pour moi, c'est pas un mot valise. Parfois, on peut dire, bon, l'empathie, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. L'empathie, c'est basé sur des outils concrets d'entretien, d'observation, d'immersion, de se mettre dans la peau, peut-être de mindfulness aussi, et de dire comment on est vraiment présent quand on va essayer de mener des entretiens pour être réellement en empathie. Et cette empathie, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? L'empathie, elle permet de comprendre les vrais besoins, les vrais problèmes. Elle permet de définir des axes d'exploration pour innover quand on est sur un sujet qui est un peu grand. Et surtout, je pense que l'empathie, elle permet de créer du sens pour vos équipes. Et aujourd'hui, plusieurs intervenants ont parlé de ça. Aujourd'hui, peut-être que c'est la prochaine transformation des années, des futures décennies. Il y a un enjeu de sens dans les équipes. Et l'empathie, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de savoir pour qui et pourquoi on est en train de faire quelque chose. L'empathie, et savoir pour qui et pourquoi on est en train de faire quelque chose, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de fédérer les équipes. Et ça leur permet de garder un cap. Alors moi, mon cap, au sein d'Aïna, c'est ma grand-mère qui est là, c'est Raphaël, c'est Monsieur Thomas, c'est Madame Marchand. Et vous, dans vos projets, c'est qui votre cap pour innover ? C'est qui le cap de vos équipes ? Merci.